Bienvenue dans le débat. Imaginez être séquestré, militarisé, vraiment transformé en petit soldat pendant les 20 premières années de votre vie. Et avec une société autour qui, bien sûr, détourne le regard. Exactement. La police intervient à 3 reprises pour vous sauver, mais elle échoue lamentablement. La justice française connaît parfaitement le dossier pédocriminel de votre famille, un dossier qui implique même des victimes jusqu'au Gabon. Ah oui, c'est un réseau complet. C'est ça. Mais elle laisse tranquillement courir les délais de prescription pour effacer les crimes. Face à ça, comment survivez-vous? C'est l'abîme vertigineux que nous ouvre le témoignage d'Elisabeth Lapostole, recueilli dans le cadre du projet Portrait de femmes marseillaises pour la Journée des droits des femmes 2025. C'est vraiment un document d'une intensité rare, hein. Ça nous plonge dans ce qu'elle nomme l'enfer de Montesson. Mais ce qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui, c'est la ligne de fracture philosophique qui traverse tout son récit. Tout à fait. La question, au fond, c'est, face à un traumatisme absolu et une trahison totale des institutions, par où passe la véritable émancipation? Pour moi, la lecture de son parcours, elle est lumineuse. Je suis persuadée qu'Elisabeth nous prouve que la guérison est fondamentalement une affaire d'alchimie interne. C'est l'individuation psychologique, la reconnexion spirituelle et la souveraineté personnelle qui sauve, parce que tout le reste n'est qu'illusion. Et je vois les choses sous un angle, disons, radicalement différent. À mon sens, réduire ce texte à un triomphe intime de l'esprit, c'est étouffer son immense cri d'alarme. Ce témoignage, c'est un réquisitoire clinique, vraiment féroce, contre un système judiciaire et social défaillant. Un cri d'alarme, oui, mais... Attendez, sans une refonte institutionnelle totale, cette fameuse guérison spirituelle dont vous parlez, eh bien, elle restera toujours un privilège inaccessible pour l'immense majorité des victimes. Alors, prenons le point de départ de sa survie, pour bien comprendre le mécanisme, vous voulez bien. Elisabeth parle de sa fameuse suradaptation. Quand on lit ça au début, on se dit, bon, c'est un mécanisme de défense psychologique tout à fait classique face à l'horreur. Oui, c'est une condition sine qua non de survie dans un milieu hostile. On éteint ses émotions pour ne pas mourir de chagrin ou de peur, tout simplement. Mais cette suradaptation, elle devient très vite toxique. Exactement. Si je devais utiliser une image, je dirais que c'est comme une maladie auto-immune. Ah, c'est une bonne comparaison, ça. N'est-ce pas? Au moment du danger extrême, votre système de défense psychologique s'emballe. Il vous crée une armure imperméable, ça vous maintient en vie, mais une fois le danger immédiat passé, cette armure continue de fonctionner à plein régime. Et elle vous coupe du monde. Voilà. Elle vous empêche de ressentir, elle finit par détruire vos cellules saines, et le génie d'Elisabeth, c'est d'expliquer comment elle a pris cette maladie auto-immune pour en faire une alliée absolue. Et comment elle fait ça? En s'appuyant sur ce que le psychanalyste Carl Gustav Jung appelle l'individuation. Attendez, arrêtons-nous là-dessus une seconde, parce que le terme individuation, ça peut paraître, très abstrait pour ceux qui nous écoutent. On ne parle pas juste d'une quête de soi en faisant du développement personnel ou de la méditation le week-end, on est d'accord? Ah non, pas du tout. Jung explique que l'individuation, c'est le processus extrêmement douloureux où l'on va chercher ses propres parts d'ombre, ses traumatismes les plus enfouis. Le but n'est pas de les supprimer, Mais de les intégrer. c'est ça, de les intégrer à son identité globale pour qu'ils arrêtent de nous diriger depuis notre inconscient. C'est un face-à-face brutal. Le texte d'Elisabeth le dit sans détour. Tout commence à l'intérieur de soi. Ce n'est pas une jolie métaphore, c'est une méthode de survie chirurgicale. La guérison ne vient d'aucun bureau d'aide sociale, Elle vient de ce travail de centricité pour devenir un être intégral. Je l'entends parfaitement. Et je ne minimise pas une seule seconde la puissance de ce face-à-face jungien. Mais si vous nous écoutez en ce moment, vous vous dites très probablement c'est bien beau l'individuation et l'acceptation de soi, mais ça dédouane complètement l'État de ses responsabilités. Vous pensez vraiment qu'elle attendait quoi que ce soit de cet état après ce qu'elle a vécu? Mais elle n'aurait pas dû avoir à l'attendre. C'est un droit fondamental. C'est exactement là que je veux en venir. Elisabeth est aujourd'hui polyhandicapée. Elle a dû subir, tenez-vous bien, 27 opérations chirurgicales. Oui, son corps a payé un prix immense. Immense, oui. Ce corps brisé, ce n'est pas la faute de ses parts d'ombre. C'est le résultat direct, vraiment physique, d'un abandon étatique total. Elle cite des chiffres qui devraient tous nous faire hurler. Les 94%, vous voulez dire? Exactement, 94% des plaintes pour violence sur enfants sont classées sans suite. Un enfant violé toutes les 3 minutes. Quand la justice a tous les éléments sur un réseau criminel organisé et qu'elle ferme les yeux jusqu'à ce que les délais de prescription s'appliquent, on ne parle plus d'incompétence là. On parle d'un système qui s'effondre. On parle d'une complicité systémique. Exiger des victimes qu'elles se réparent de l'intérieur pendant qu'on laisse les bourreaux vivre tranquillement, c'est d'une violence inouïe. Alors, la critique des institutions est légitime, le système est effondré, son récit l'établit très clairement, je vous l'accorde, mais demandons-nous comment elle a concrètement pallié cette faillite de la société. D'où vient sa résilience? Pas du système, c'est clair. Pas d'une manifestation devant le ministère de la Justice non plus. Elle vient de sa propre lignée. Regardez le rôle de son grand-père maternel, Gustave Oulewski, et de sa grand-mère, Isabelle. Le couple mixte qui a traversé les 2 guerres mondiales, oui. Une histoire fascinante. Précisément, au milieu de ce marasme familial criminel, ils incarnaient l'amour universel. Et c'est la promesse faite à Gustave la veille de sa mort, alors qu'Elisabeth n'avait que 18 ans, qui devient le vrai moteur de ses 40 années d'engagement ultérieurs. Une promesse de protéger les autres, oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous prouve? Que face au néant institutionnel, c'est la transmission familiale intime, la promesse tenue, le sang et la spiritualité qui nous sauvent. L'État s'écroule,
mais la lignée, elle reste. L'histoire de Gustave est bouleversante de noblesse, c'est certain. Mais n'idéalisons pas la situation non plus. Regardez le texte de près. Élisabeth précise elle-même que ses grands-parents étaient dépourvus face à ce type de situation dramatique que la société choisissait de garder cachée. Ils étaient isolés, âgés. Bien sûr, parce que la pédocriminalité était un tabou absolu à l'époque. Personne n'en parlait. Et c'est là que votre argument de la famille comme ultime sauveur me pose un vrai problème de fond. Le fait qu'une jeune fille profondément traumatisée n'ait d'autre choix que de s'en remettre à une promesse faite à un vieillard de 95 ans parce que la police ne fait pas son travail, c'est le symptôme clinique d'une justice morte. Mais elle a agi, elle n'est pas restée passive. Elle a dû être héroïque, oui, oui. Mais l'héroïsme exceptionnel d'Élisabeth, c'est la rançon exacte de la lâcheté de la société. En tolérant que ces crimes soient étouffés sous l'étiquette des secrets de famille, l'État délègue son devoir régalien de protection aux plus fragiles. C'est inacceptable. C'est peut-être inacceptable sur le papier, je veux bien, mais regardons l'efficacité vertigineuse de son action sur le terrain. Pendant 40 ans, pour honorer cette fameuse promesse, elle a opéré dans l'ombre. Elle a créé 3 réseaux d'assistance. 3 réseaux. Oui, c'est impressionnant. Elle a aidé 240 familles sans chercher le moindre buzz, la moindre reconnaissance officielle. Et comment a-t-elle réparé ces gens? Par la cynothérapie, la médiation animale. Elle parle avec une immense tendresse de son binôme canin, Mister Détroit, un berger belge malinois, qui lui a lui-même sauvé la vie en 2012. Le pouvoir thérapeutique de l'animal n'est plus approuvé, ça c'est indéniable. Oui, mais arrêtons-nous sur pourquoi ça fonctionne infiniment mieux que le système classique. Le système bureaucratique, il est lourd, il est froid. Vous y allez, on vous demande de répéter votre trauma devant 3 fonctionnaires dubitatifs derrière un plexiglas. C'est profondément retraumatisant, c'est vrai. Exactement. Le chien, lui, il se moque de la procédure. Il ne juge pas. La cynothérapie contourne le langage humain qui a souvent servi à manipuler ou mentir à la victime, d'ailleurs, pour aller chercher la guérison directement dans le corps. C'est une communication non verbale, très pure. C'est une sécurité purement instinctive. C'est de l'orfèvrerie émotionnelle. C'est pour ça que son action souterraine a sauvé des vies que la machine étatique n'aurait jamais, au grand jamais, su traiter. Trouver la sécurité dans le regard et l'instinct d'un animal quand la cruauté humaine vous a détruit, c'est magnifique. Personne ne remet l'action de Monsieur 3 en question. Mais prenons un peu de recul. Le simple fait qu'elle ait dû créer ces 3 réseaux d'assistance de manière clandestine, vous réalisez ce que cela implique? Qu'elle avait besoin d'agilité et de discrétion pour être efficace, tout simplement. Non, ça implique qu'elle a dû se substituer à un état de droit devenu fantôme. Elle a dû monter un système parallèle pour protéger des gens que la justice légale, elle, broyait. Et la preuve qu'elle en a parfaitement conscience, c'est la suite de son plan d'action. Que dit-elle de l'avenir? Elle parle de son prochain projet, oui. Elle n'annonce pas « je vais étendre mes centres de cynothérapie », elle annonce la création d'un 4e réseau. Et quelle sera la fonction de ce réseau? Elle le décrit très précisément comme ayant une partie juridique, déontologique et incorruptible. Oui, elle structure son combat, elle l'officialise pour lui donner plus de poids. Elle déclare la guerre aux monstres institutionnels, voilà ce qu'elle fait. Elle sait pertinemment que le soin interpersonnel a ses limites. L'empathie extraordinaire d'un chien malinois, ça ne vous empêche pas de finir en prison, malheureusement. Vous faites référence aux mères protectrices? Absolument. Elle dénonce des aberrations absolues des mères protectrices qui se retrouvent incarcérées parce qu'elles fuient pour protéger leurs enfants de viol, pendant que, tenez-vous bien, les pères incestueux conservent la plénitude de leurs droits parentaux devant les tribunaux. C'est une réalité judiciaire très difficile. Face à une telle violence légale, la cynothérapie, c'est le garrot indispensable pour arrêter l'hémorragie immédiate. Mais le remède pour tuer l'infection systémique, c'est la loi, c'est la justice. Alors, je vous rejoins sur l'importance de ce volet juridique du 4e réseau. Mais pour saisir la véritable finalité de son combat, il faut aller plus loin et analyser sa vision de la femme de 2025. C'est probablement le passage le plus fascinant du texte. C'est un passage très philosophique, oui. Elle ne rédige pas un tract politique. Elle refuse frontalement la compétition entre les genres, la dualité, la haine des hommes. Elle affirme une idée d'une puissance folle. Personne ne devrait être le pansement de l'autre. C'est une rupture nette avec l'archétype de la femme sacrificielle. Totalement. C'est une injonction à la responsabilité émotionnelle radicale. Elle se réfère en filigrane à des figures de la métaphysique qu'elle affectionne, comme Bernard de Mondéal ou Annick de Souzenel. Beaucoup d'auditeurs, ça reste très théorique. C'est très concret en réalité. Chez ces penseurs, l'idée est que pour être complet, l'humain doit s'affranchir de toutes ses mémoires transgénérationnelles, de ses conditionnements profonds. Faire table rase du passé en quelque sorte. Exactement. Élisabeth demande aux femmes de ne plus se définir par leurs blessures, de ne plus chercher de sauveur extérieur, mais de devenir souveraines de leur propre énergie. Son vrai champ de bataille, à la fin des fins, ce n'est pas la cour d'assises, c'est l'esprit. L'objectif suprême, c'est d'atteindre un état de paix intégral avec ses parts d'ombre, là où la société n'a plus aucune prise sur vous. Cet horizon philosophique est sublime. L'élévation spirituelle comme but ultime, je signe des 2 mains, croyez-moi. Mais il faut redescendre d'urgence dans la boue de ce qu'elle appelle elle-même son territoire de guerre opérationnelle. Vous trouvez sa vision trop éthérée par rapport à son vécu scolu? Je dis simplement que la souveraineté spirituelle est atrocement conditionnée par la sécurité matérielle. Vous parlez d'une femme qui décrit des moments de grâce, où elle prend en photographie les couchers de soleil sur la lagune de Marseillan. Ce sont des instants d'apaisement absolu, bien sûr. Oui, elle trouve la beauté au milieu du chaos. Mais comment voulez-vous exiger cette fameuse responsabilité émotionnelle d'une femme qui est littéralement encore sous les coups du haie?
Elisabeth dénonce avec rage la psychiatrisation des victimes. Elle explique comment le système les bourre de camisoles chimiques. Oui, parce que la psychiatrie classique traite le symptôme anxieux et ignore totalement l'âme. Et surtout parce que c'est le meilleur moyen de faire taire celles qui accusent. On drogue les survivantes à coups de cachet pour ne pas avoir à arrêter les criminels en col blanc. C'est le silence par la chimie. Voilà, pour qu'une femme cesse d'être le pansement de l'autre, pour qu'elle puisse s'asseoir et méditer devant un coucher de soleil sur la lagune, il faut d'abord impérativement l'extraire du bunker. La paix métaphysique, c'est un luxe rendu inatteignable par l'insécurité systémique. L'individuation jungienne, on n'y pense pas quand l'urgence est de rester en vie jusqu'à l'aube. Mais c'est là que je vous arrête, parce que le témoignage d'Elisabeth prouve l'exact inverse. Même enfermée dans ce bunker familial, même réduite à l'état de petit soldat dans son enfance, son psychisme était déjà en train de faire le travail de transmutation. C'est un instinct de préservation. Mais c'est plus que ça. Elle écrit textuellement « Mon mental a été préparé dès la naissance à surmonter des défis hors normes. Sa force spirituelle n'est pas arrivée après qu'elle a été mise en sécurité. Elle s'est forgée pendant l'horreur. C'est ça qui donne le vertige. » C'est vrai que la chronologie de sa résilience est impressionnante. Quand elle évoque son corps, ses polyhandicaps, ses douleurs invisibles hurlantes, elle dit simplement qu'elle doit composer avec ce véhicule de chair. C'est une démarche d'élévation pure, une observation presque détachée de la douleur. N'êtes-vous pas un peu en train de romancer l'instinct de survie traumatique, là? Non, j'observe la mécanique de sa survie. Si elle avait attendu d'être dans une société parfaitement bienveillante, avec une justice irréprochable pour commencer à travailler sur elle-même, elle n'aurait pas survécu à la trentaine. C'est fort probable, oui. Le triomphe phénoménal de ce texte, c'est de dire « l'État m'a abandonné, la justice a fermé les yeux, mon corps est brisé, mais je décide, moi, de ne pas laisser mon âme se faire détruire. » La transmutation intérieure, elle ne demande aucun délai administratif, voyez-vous. Vous avez raison sur un point crucial. On ne peut pas attendre que le monde soit utopique pour commencer à vivre. Son triomphe est incontestable. Mais cette élévation, elle a exigé une résilience surhumaine. Peut-on vraiment exiger de chaque victime de violence qu'elle devienne un maître spirituel pour survivre? Ce n'est pas ce qu'elle demande, bien sûr. Mais c'est le risque. La société n'a pas à demander à ses citoyens de se sublimer pour pallier ses propres défaillances. Elle-même fait les comptes, Elisabeth. Elle rappelle le coût faramineux des violences, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Elle rappelle les infanticides, les mères qui se suicident d'épuisement judiciaire. C'est le prix exorbitant de ce chaos moral, oui. Un chaos qui doit être traité d'urgence. Elle martèle que ce chantier de la protection de l'enfance et des femmes doit être déclaré d'urgence, de santé et d'utilité publique. Pour chaque Élisabeth l'Apostole qui parvient par miracle à transmuter ses traumatismes en sagesse, combien de milliers de victimes silencieuses finissent broyées sous les rouages des prescriptions et du mépris policier? La réalité est glaçante, c'est certain. Mais regardez le testament spirituel qu'elle laisse aux générations futures en conclusion de son récit. Que leur dit-elle? Pensez en termes d'énergie, de fréquence et soyez des êtres vibratoires. Elle cite l'esprit scientifique d'Einstein et Tesla. Là encore, le terme « être vibratoire », ça peut faire lever un sourcil. Qu'est-ce que ça signifie concrètement quand on sort du tribunal après que son agresseur a été relaxé? Ça signifie refuser de vibrer sur la fréquence de la peur, de la terreur ou de la colère stérile que notre société de consommation exploite à merveille d'ailleurs. C'est puiser dans l'enfer qu'on a vécu pour créer son propre paradis interne. Elle utilise l'image bien connue de faire sa part de colibri. L'allégorie de Pierre Rabhi? Oui, son combat, ce n'est pas l'agitation politique stérile. C'est une action organique, directe, à hauteur d'humain. C'est semer des graines prégermées de conscience autour de soi. L'allégorie du colibri est passionnante ici. On l'utilise en général pour valoriser les petits gestes bienveillants individuels. Mais rappelons la légende telle qu'elle. La forêt est en proie à un immense incendie. Tous les animaux terrifiés regardent le feu sans rien faire. Et le colibri s'active. Le colibri, lui, s'active et jette une goutte d'eau. Les autres lui disent « Tu es fou, ce n'est pas avec ça que tu vas éteindre l'incendie. » Et lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » L'action d'Élisabeth pendant 40 ans, c'est cette goutte d'eau acharnée. Mais son texte public, aujourd'hui, il s'adresse à nous. C'est-à-dire? À nous, les autres animaux de la forêt, aux juges, aux forces de l'ordre, aux politiciens. Il nous hurle d'arrêter d'être des spectateurs immobiles et complices de l'incendie. Et ces graines prégermées qu'elle veut semer? Elle précise bien où elle veut les semer, là où il convient d'ouvrir une brèche nécessaire. Une brèche dans le mur de l'impunité systémique et des silences de l'État. C'est un appel à l'éveil collectif pour démolir les structures institutionnelles qui protègent les prédateurs. Je crois que nous verrons toucher le cœur nucléaire de ce récit complexe. Pour rassembler ma pensée, je maintiens que ce témoignage est avant tout le plus brillant des manifestes sur la suprématie de l'esprit sur la matière. Je respecte tout à fait cette lecture. Face à l'inimaginable d'un système familial pédocriminel, et malgré un véhicule de chair brisé, Elisabeth démontre que l'émancipation est une œuvre alchimique intime. C'est par la plongée en soi, par l'honnêteté de la médiation animale et par l'intégration de ses pires traumatismes qu'on transmute son enfer personnel en pure lumière. C'est la redéfinition même de la femme de demain. Et pour ma part, tout en m'inclinant profondément devant cette élévation spirituelle qui force l'admiration, je rappelle qu'elle est l'arbre magnifique qui cache la forêt d'une société profondément malade. L'histoire de la fille du fou de Montesson, c'est une sirène d'alarme. Une alarme qu'il est temps d'entendre.
Le miracle de l'introspection ne devra jamais servir d'excuse à la lâcheté de l'État. C'est un appel d'urgence pour que la justice cesse de protéger les bourreaux derrière des délais de prescription iniques. Pour que l'âme trouve enfin la paix, il faut que la loi garantisse la sécurité. Malgré nos grilles de lecture différentes, nos regards convergent sur le respect absolu, presque intimidant, qu'inspire une telle trajectoire de 57 ans. Tomber sous les coups du sort, subir 27 chirurgies, affronter l'aveuglement de l'État, et malgré tout choisir la vie, choisir le chien, choisir d'aider l'autre. C'est la preuve d'une foi inébranlable en l'humanité. Une foi, paradoxalement, qu'elle a su forger au contact de ce que l'humain a de plus destructeur et de plus sombre. Ce qui nous ramène directement à notre métaphore du début. Face à cette forêt calcinée par l'incendie, le témoignage d'Élisabeth l'Apostole nous oblige à garder les yeux grands ouverts sur les deux réalités, le miracle inouï de la sève qui repousse et la cruelle absence des pompiers. Très bien résumé. Nous vous invitons sincèrement à plonger dans ce texte brut pour en mesurer toute la puissance. La question reste en suspens. Pour traiter les immenses traumatismes de notre époque, devrons-nous commencer par défricher nos institutions extérieures ou par pacifier notre propre forêt intérieure ?